Contribuer à la victoire, les soldats par leur courage invincible, les chefs par leur prudence et par leur science. La nation a récompensé par le titre de maréchal 3 des plus grands d'entre eux. Joffre, le vainqueur de la Marne, Pétain, le sauveur de l'artisan de la victoire finale. C'est tout au moins ce qu'à travers ces manuels scolaires, Ernest Lavis de l'Académie française essaie d'inculquer aux écoliers au sujet de la guerre de 14-18, qui, selon lui, est la plus belle page de l'histoire de France. Henri Barbus, qui avait connu le feu des tranchées comme soldat puis comme brancardier, ne partageait pas ce point de vue. Révolté par les funérailles nationales que le régime organisa le 7 janvier 1931 en l'honneur du maréchal de Joffre, décédé dans son lit après avoir coulé une retraite paisible, il écrivit à son propos « Le respect qu'on marque à ce mort est un manque de respect pour les morts ». En réalité, presque tous les généraux étaient redevables et dépendants pour leur carrière comme pour leur avancement du pouvoir et pire encore des partis politiques qui le détenaient. Fiers de leur galon comme de leur décoration, ces militaires avaient eu un comportement de caste. Sans le moindre respect pour la vie humaine, ils avaient toujours porté un regard condescendant sur leur troupe issue pour l'essentiel du monde rural. Oh merde, il est où? Ces soldats qu'ils avaient traités comme de la chair à canon furent souvent sacrifiés pour quelques lambeaux de terre. Ceux qui avaient eu le cran de contester leurs ordres ineptes furent envoyés devant un peloton d'exécution. Il ne fallait donc pas attendre le moindre remords de la part des responsables militaires face à l'hécatombe humaine qu'ils n'assumèrent jamais. La guerre terminée, les auteurs de ces atrocités ne rendirent compte de leur incompétence meurtrière devant aucun tribunal, le pouvoir politique ayant besoin lui-même de faire oublier sa propre tâche, sa propre lâcheté. Pire, le 14 juillet 1919, les foules parisiennes en liesse acclamèrent presque comme des demi-dieux ces officiers qui avaient provoqué tant de deuil et fait verser tant de larmes dans les familles. Et encore mieux, en juin 1941, en Haute-Vienne et en Creuse, une foule délirante accueillit le sauveur entre guillemets de la France, et il en fut de même en Corrèze, à Ussel, Égletons, Tulévrive, début juillet de l'année suivante. Pétain, qui au sujet d'éléments du 33e corps d'armée qui venaient de lui échoir et qui avaient été surpris endormis dans leurs tranchées, où il venait de passer 3 jours et 3 nuits sans discontinuer. Un Pétain qui n'hésita pas à rappeler que les hommes doivent être prévenus que le fait d'être trouvés endormis quand ils sont de garde dans les tranchées les place sous le coup de la loi martiale et les met dans le cas d'être traduits en conseil de guerre et passés par les armes. Un Pétain qui, quelques jours après, le 8 novembre 1914, prit sur lui de faire exécuter sans jugement un chasseur qui avait disparu de son unité fin octobre et avait été retrouvé plusieurs jours plus tard. Je voudrais profiter de ma présence ici pour rappeler que pendant un certain temps, le hommage avait été rendu à Albin Kobis et Max Reichspitz, fusillés le 5 septembre 1917. Ces 2 marins allemands étaient fusillés pour incitation à la révolte au petit matin à Vannes, près de Cologne. Et tant que j'ai encore le micro, je voudrais rappeler que mes camarades de l'Hérault m'ont demandé de signaler que demain, à Aniane, c'est leur manifestation pacifique et bon,
Ce sera l'occasion de rendre hommage aux fusillés, pour l'exemple, Charles-Ange Botte, et il y aura la présence de Bernard Brisson, petit-fils de Pierre Brisson, député, qui s'était dressé en 1917 contre les exécutions des mutins. Je rappelle que sur le monument d'Agnan est inscrit « La guerre quand voulu et la guerre à la guerre. Je suis mort per notre terre et per toute la terre. » Merci.